que moi, c'est plutôt du côté, une vision un peu juridique de la chose, mais également une vision, je dirais, humaine. Donc, parce que déjà, je me bats depuis une vingtaine d'années pour tout ce qui est violence. Carole, vous le savez bien, donc de façon générale, donc les violences un peu, la défense du mouvement que vous faites, les violences faites aux femmes, mais également du côté également professionnel. Et au côté professionnel, ce ne sont pas que les femmes, ce sont les hommes et les femmes et les salariés. Donc, en somme. Mais je tenais aussi à exprimer une vision également de chef d'entreprise, parce que j'ai une entreprise et nous voyons aussi des choses du côté salarial et la souffrance aussi du côté chef d'entreprise. On en parle très, très peu malheureusement, mais c'était également une violence. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été soulevées. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous savez que cette notion de violence professionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Les paroles se sont libérées. C'est vrai qu'avec l'arrivée de la digitalisation, les paroles se sont vraiment libérées. Les gens en parlent beaucoup plus. En tout cas, je parle d'ici en Europe. En Afrique, il y a encore énormément de travail à faire même si les paroles commencent à se libérer. Mais la prévention de la violence, ben, écoutez, est inscrite par exemple en France dans la Constitution, c'est inscrit dans le Code du travail, c'est inscrit dans l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience générale que le travailleur, qui est celui qui travaille pour apporter la productivité en entreprise, on doit en prendre soin, on doit préserver une qualité de vie au travail et son bien-être pour que, effectivement, et l'entreprise et le travailleur soient satisfaits. Donc, le travailleur travaille, il a un salaire à la fin du mois, ça lui permet de consommer et de payer ses impôts. Et l'entreprise, effectivement, qui recrute, est productive, paye des impôts et permet de mettre des produits et des services à la disposition des consommateurs sur le marché. Donc, en somme, on est censé être dans une relation un peu gagnant-gagnant, même si l'employeur, au niveau juridique, a ce qu'on appelle un pouvoir d'autorité sur le salarié. Euh, il est normal, l'employeur a ce qu'on appelle, c'est le lien de subordination qui existe entre le salarié et l'employeur. Donc, le salarié est soumis euh, pas à n'importe quel moyen, bien sûr, à l'employeur qui a le droit de contrôle sur le travail qu'il effectue, le droit de sanction également. Bien. Donc ça, déjà, c'est le contexte. Deuxième chose à savoir, l'entreprise a une obligation légale de sécurité envers ses salariés. Donc, qu'on soit dans n'importe quel pays, dans n'importe quel code, on va retrouver. En France, par exemple, c'est l'article L4121-1 du Code du travail. Donc, l'entreprise se doit de protéger les salariés, se doit de sanctionner les auteurs qui vont apporter la violence et bien sûr de prévenir les risques de violence en faisant beaucoup de prévention. Dans un pays comme la France, il y a beaucoup de formations professionnelles à ce propos. J'en fais énormément dans beaucoup d'entreprises. Et puis, effectivement, de faire de la prévention juridiquement au niveau du Conseil de prud'homme, de sanctionner lorsqu'il y a des violences et le collègue et l'employeur violent, et bien sûr d'équilibrer effectivement ces relations salariales, pardon, salarié-employeur, pour qu'effectivement tout le monde puisse gagner son compte. Ça, c'est le droit. La réalité, nous savons bien qu'elle est autre. Malheureusement, la violence au travail, les chiffres sont alarmants. Ça n'a jamais autant augmenté. Peut-être parce que les gens en parlent plus ou dénoncent plus, parce que ce n'est pas un fait nouveau. Mm. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, effectivement, les conditions de travail des personnes qui travaillaient dans les mines, etc., alors c'était très désolant. Si nous partons dans certains pays aujourd'hui, si on voit les conditions de travail de certaines personnes et même des enfants aujourd'hui, parce qu'on oublie ça, c'est d'une violence extrême, des personnes qui ne peuvent pas se plaindre parce que tout à l'heure, je pense que la panéliste du Cameroun l'a dit, tu te tais, tu as un boulot. Tu as Mm. déjà Tout de à fait. l'argent parce que tu ne peux pas faire autrement. Donc, les enfants travaillent dans des conditions déplorables et hommes ou femmes travaillent, ou même les parents aussi travaillent dans des conditions vraiment avec un salaire de misère dans plusieurs pays. Et nous le savons. Et ça existe aussi ici parce que je pense que M. Christian Lévesque avait un peu évoqué le chantage qu'il y a derrière.
Le chantage qu'il y a derrière, vraiment, tu as un travail. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas consommer. Parce que le travail, c'est aussi une reconnaissance dans la société. Donc souvent, les gens vont se taire parce qu'ils ont besoin de ce boulot. Ils ont des crédits, ils Tout doivent à payer fait. les études de leurs enfants. Il y a toute cette réalité économique qui est là. Nous sommes dans une société capitaliste. Ne nous voilons pas la face. Il faut consommer. La France encore a un peu d'aide sociale, mais dans certains pays, quand tu es au chômage, tu sens très bien que tu es au chômage. Donc les gens se taisent. Et donc, par conséquent, il y a une domination la plupart du temps de ces entreprises qui d'ailleurs savent que si vous vous partez, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à vous remplacer très rapidement. Le taux de chômage dans les pays l'atteste. Donc, si vous voyez, par exemple, dans nos pays où les gens prennent les bateaux pour venir, les pays africains, je veux dire, qui viennent en Occident, mais c'est pour avoir des meilleures conditions de vie, trouver un boulot. Donc, Tout à ils fait. savent très bien que c'est un luxe, désolé de le dire, mais c'est la réalité. Et ce n'est pas parce que beaucoup sont en Occident qu'ils ne vont pas le dire. C'est un luxe d'avoir du travail. Et j'ai vu des gens, c'est pas une question même d'être faible ou fort, j'ai vu des gens avoir une forte personnalité et se taire parce qu'ils avaient besoin de ce boulot. Parce qu'on a des dettes, parce qu'effectivement on a une maison à payer, on a les enfants encore qui ne sont pas grands, et donc on est malheureusement obligé malheureusement de subir. Mais le travail qui était censé être un moyen de bien-être et de consommation devient en fait, en réalité, un endroit de souffrance. C'est pour ça qu'on parle de souffrance au travail. Et les violences, elles sont sous différentes sortes. Donc, on en a parlé, je suppose, parce que je n'ai pas écouté avant. Elles sont physiques. Il y a des gens qui se font taper en entreprise, dans certains pays, des menaces verbales, les insultes, les humiliations publiques. Mais ça, c'est des choses que j'ai vues énormément. Ce qu'on appelle communément le harcèlement moral. Mais vraiment, mais des moqueries. Vous êtes souvent même dans des groupes professionnels, WhatsApp, etc., où ben, il y a d'autres qui vont vous lancer devant tout le monde des injures. Mais c'est très humiliant. Voilà, je me rappelle d'une tante, à cause de cela, qui a développé un cancer. Parce que son patron entrait, il disait bonjour à tout le monde, et elle, il a regardé d'un air, a dit, je ne te calcule pas. Mais c'est d'une violence extrême. Psychologiquement, alors n'en parlons pas. Les dénigrements, les burn-out, le burn-out où tu es complètement ennuyé, on te donne rien à faire. Donc toute la journée, tu es assis au boulot, on te coupe l'Internet, ou on te fait le placard, c'est-à-dire on te met à côté de la porte de l'entreprise, où tu ne fais rien. Il y a d'autres même qu'on a mis carrément au sous-sol. Tu n'as rien à faire toute la journée. Et on donne l'ordre à tes collègues de ne pas te parler. Donc, vous arrivez, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Ne nous leurrons pas. Je suis rentré à presque 20 heures, mais je suis sorti de cette maison, il était 7h30. Et donc, quand pendant 10 heures de temps, personne ne t'adresse la parole, tu n'as rien à faire, mais c'est horrible, psychologiquement. On vous met une surcharge de travail avec une charge que vous n'êtes pas capable de gérer. On le fait exprès. Le but est de vous faire craquer. Sans parler, bien sûr, de tout ce qui est sexuel et tout, les connotations sexuelles tout le temps. Moi, je me rappelle qu'à un moment, j'étais dans une galère atroce. Avec un bébé sous la main, j'étais séparé, j'avais perdu ma maison, j'avais trouvé une mission d'intérim. Et tous les jours, quand j'allais, il y avait un mec qui avait un humour. Oh mon Dieu, Madame Babli, j'adore vos cheveux. Oh, la tigresse. Oh là là là, les femmes noires. Et le mec m'avait dit carrément, excusez-moi, je vais être cru avec vous. Je n'ai jamais couché une femme africaine. J'aimerais bien. Il paraît que vous êtes chaud au lit. Mais vous croyez que moi qui vous parle aujourd'hui, pourtant j'étais juriste, mais j'ai fermé ma bouche. C'était 3 mois de mission. Je me suis dit, j'ai besoin de ces 3 mois. J'avais plus le Pôle emploi ou France Travail aujourd'hui. Il faut tenir. Mais tu es dégoûté. Mais je pensais à un bébé et je me suis tue. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis c'est comme ça que tout le monde, beaucoup réagissent. Ce n'est pas parce qu'ils le souhaitent
Mais la pression financière est telle que malheureusement, ben, beaucoup sont obligés de subir cela. Et sans compter maintenant les métiers où également, ben, il y a des clients, ben, les clients, mais des clients qui sont d'une violence. Écoutez un peu les écoutes ou les enregistrements des services après-vente, ou mais des services clientèle, ou même physiquement. Ceux qui sont des vigiles dans bon, les agents de sécurité, ou même, écoutez, vous êtes à la caisse, les caissières, mais écoutez, elles vont vous dire un peu ce qu'elles subissent, clairement. Mais des injures, et avec des managers qui se taisent parce qu'on a fait croire aux clients qu'ils sont rois. Et tous les matins, vous êtes obligés de vous lever pour aller travailler alors que vous êtes sous stress. Certains ne tenant pas, ben, il y a les suicides et des tentatives de suicide. Le nombre ne fait qu'augmenter. Ceux qui sont en France connaissent l'histoire de France Télécom, mais la SNCF, tous ces groupes-là, des gens se jettent sur les rails. Mais ça, ce sont les réalités. Et malgré les lois, malgré effectivement malgré les lois, malgré euh, les réformes qui se passent tous les jours, malgré des condamnations, bien sûr. Mais si moi, j'ai un collègue, si mon collègue est Monsieur l'évêque, excusez-moi, Monsieur l'évêque, aujourd'hui, ce sera vous. Si, désolé, mais si mon collègue est Monsieur l'évêque qui me harcèle, etc., je peux encore, selon le dispositif, aller voir les RH, aller voir les membres du CSE, les délégués du personnel qui sont censés me défendre, aller voir le médecin du travail et tout, mais pour me défendre. Mais qu'est-ce que je fais quand celui qui me harcèle, c'est le big boss, c'est le big patron? Qui me croira quand ce monsieur-là ou le directeur commercial, c'est lui qui rapporte la fortune de l'entreprise? Combien de fois je me suis battue pour des cas où, mais effectivement, devant ces personnes qui rapportent de l'argent à l'entreprise, mais on a préféré écarter la victime. Et ça, ce sont les réalités. Je ne vous parlerai pas des violences administratives, de certains étrangers qui trouvent un travail, mais qui espèrent, par exemple, leur papier et qui, au bout de million, ben, écoute, je suis désolé, mais tu n'as pas les papiers, je ne peux pas te garder, donc tu as perdu ton alternance, donc tu as perdu ceci, donc tu as perdu ton stage, tu ne peux pas, et qui voient effectivement leur destin s'arrêter comme ça. C'est une grande violence. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs étrangers sont donc psychologiquement atteints. Et on ne parlerait pas de ceux qui n'ont pas de papier et qui sont utilisés aussi et qui parfois travaillent très très dur et qui ne sont pas payés. Parce qu'on sait qu'ils n'iront pas se plaindre. On dit, mais si tu n'es pas content, on va te plaindre puisqu'on sait qu'ils n'ont pas de papier. C'est inhumain. Et ces violences, je vous remercie au collectif d'en parler. Il faudrait qu'on continue à en parler. Parce que le travail est devenu effectivement une forme de chantage affectif, émotionnel, psychologique. Psychologique. Les personnes, il y a eu la jurisprudence qui est sortie sur les sans-papiers, effectivement, mais qui travaillent toutes les nuits, excusez-moi, qui sont exploités par les grandes entreprises. Tout le monde le sait, mais qui sont pris, qui sont fouettés, qui sont battus. Mais ces gens, c'est parce qu'ils veulent juste un peu de dignité. Ils ne seront jamais régularisés. Alors tout ça, on les dénonce. Ce sont des réalités. Beaucoup le savent. On est encore obligé de faire de la prévention. La dernière, s'il vous plaît, le 5 octobre dernier, j'ai fait une formation dessus. C'était plutôt harcèlement moral et harcèlement sexuel dans un grand supermarché de la France dont je tairai le nom. Mais les gens étaient en formation. Quand un patron est rentré, je vous dis que ça a mis un silence. J'avais compris ce qui se passait. C'était lui qui harcelait les autres. Mais il est venu en confiance. Et pendant que j'étais en train de parler, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, et alors, parce que dès qu'on parle aujourd'hui à un salarié, c'est tout de suite, c'est du harcèlement. Moi, j'ai une équipe à tenir, j'ai de l'argent à gagner. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Mais il était là parce qu'il savait il était protégé. Et que pour l'instant, personne ne lui dirait de partir. C'est lui qui rapporte de l'argent dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé encore de faire de la sensibilisation, de faire de la prévention, d'oser
parler à ses managers, d'oser parler à ses chefs d'entreprise, de leur dire qu'ils ont une responsabilité, de dire aux gens qui souffrent, qui malheureusement se disent pourquoi je vais aller jusqu'au bout parce qu'on va me détruire. On va me détruire. Ça ne sert à rien. Et vous m'accordez 2 minutes et j'en aurai terminé. Une de mes Oui, étudiantes qui avait du mal à trouver une alternance, a trouvé une alternance et malheureusement, un soir, lors d'une réunion avec toute l'équipe, a été violée par son patron. Et effectivement, j'ai dû l'inciter à aller porter plainte. Déjà, elle avait du mal. Madame, j'ai honte. J'ai mes parents qui sont au bled. C'est la honte et tout ça. J'ai dit non, on ne va pas le laisser faire. Elle a porté plainte tout le bastringue. Mais heureusement que je l'avais conditionné. Mais je vous dis que lors de la procédure de médiation, comment le mec, défendu par ses collègues, son équipe et même des femmes, osait venir parler de cet enfant comme une allumeuse, comme celle qui voulait et tout, une sans-papier qui veut juste se faire draguer. C'était horrible. Mais heureusement, j'avais préparé cet enfant, mais elle n'a pas tenu. Pourtant, elle est victime. Mais ils avaient retourné la situation. Et malheureusement, c'est ça qui arrive au procès. Parce que le droit veut se baser sur des faits et des preuves. Et la charge de la preuve incombe à celui qui l'évoque. Donc, il fallait qu'elle prouve tout ça. Donc, le mec, ah oui, mais vous savez, moi, je suis un beau gosse et tout. Voilà, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi, j'ai besoin de violer? Non. Bon, c'était ça, en fait. Et avec des femmes qui étaient là. Et qui disaient, bah oui, mais j'atteste parce qu'elles veulent sauver leur peau et leur travail. Parlons de la violence dans la santé ou quand tu tombes malade. Quand tu tombes malade, on peut t'éjecter dans une entreprise où tu as fait 20 ans et te dire aujourd'hui, tu ne sers à rien. Tu peux partir. Il y a pléiade de cas, si je veux en parler, mais on n'en finirait pas. Mais c'est pour vous dire que ce sont des réalités. Tant qu'on considérera les travailleurs comme des chiffres et des personnes remplaçables, ben écoutez, dans 10 ans, on reparlera encore de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à dénoncer, il faut commencer à faire de la prévention, mais surtout, et surtout, il faut faire comprendre à ceux qui pratiquent ces violences qu'ils ne sont pas irresponsables. Et plus il y aura des condamnations sévères, plus le droit sera vraiment appliqué de manière coercitive et plus on verra des résultats. N'oublions pas par contre, ces salariés qui aujourd'hui, dès qu'on leur fait une remarque, qui se sentent victimes, c'est autre chose. Dire à une femme au boulot qu'elle est belle parce qu'un de ses collègues l'aime bien, ce n'est pas du harcèlement. Ne devenons pas des Américains qui vont faire que même les collègues auront peur de prendre des ascenseurs parce qu'ils ont peur qu'on les appelle, on les accuse de harcèlement. Il y a des limites. Certains salariés abusent. On ne peut plus leur faire des réflexions. Ce n'est pas du harcèlement. Un salarié est payé pour exécuter et faire ses tâches. Tu ne fais pas tes tâches, on a le droit de te virer. C'est un contrat bilatéral. Mais au-delà de ça, quand on est vraiment victime, il faut continuer à dénoncer et ne pas se laisser faire. Pour que tous ceux qui le font puissent savoir que cette fois-ci, ils ne pourront pas échapper à la justice. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Merci beaucoup. merci beaucoup, Madame Babli, pour cette intervention vraiment poignante, véridique. Je vais laisser place à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, c'est le moment, hein. Vous avez une Ouais, juriste. je vais aider les questions à venir. Moi, j'apprécie beaucoup aussi l'intervention de Madame parce que ce qui est très, très intéressant, c'est de voir comment les paradoxes fonctionnent.
Par exemple, l'affaire des salariés qui abusent. Par exemple, j'ai un autre exemple, c'est celui des surddiplômés. Il y a une violence terrible par rapport au diplôme actuellement. C'est-à-dire que énormément de gens vont être employés, vont être sous-employés. Et même quand ils acceptent d'être sous-employés, on ne les prend pas en leur disant, bah, mais je crois que on a parmi nous des gens qui l'ont vécu, ça. Où on leur dit, mais c'est trop, c'est trop peu pour toi. Mais non seulement on a fabriqué énormément de diplômés dans des métiers où il y avait pas de travail, mais en plus, quand les gens font l'effort de faire des études intéressantes, ils ne peuvent pas trouver de travail. Voilà, c'est ça aussi, c'est un paradoxe. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre que progressivement, enfin, les choses ont évolué. C'est vrai que progressivement, on a une attention, une meilleure attention surtout dans les pays développés, qui ont la chance d'avoir une sécurité sociale et des choses comme ça, et qui ont la chance d'avoir des juges du travail. Euh, on sent bien que les choses s'améliorent, enfin, que d'une certaine façon, les jeunes femmes savent mieux à quel moment poser les limites, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi c'est l'équivalent du racisme, ça. Je me souviens avoir eu le problème dans une classe dont j'étais le professeur, d'un enfant qui n'acceptait plus du tout les remarques parce que on leur avait appris à dire que c'était du racisme. Donc, je ne pouvais pas faire passer des sanctions ou faire passer certains messages parce que ça allait provoquer chez l'enfant. C'était relativement rare déjà quand j'étais au travail, mais ça existe. Ce qu'on appelle un peu le racisme anti-blanc aussi. Et j'ai beaucoup apprécié justement cette possibilité offerte euh, par rapport à la loi, par rapport à la jurisprudence, par rapport à l'accompagnement des personnes. Euh, et puis j'avais aussi toujours dans l'esprit d'essayer de voir comment les choses sont en train d'évoluer, le fait que beaucoup de jeunes qui pourraient aspirer à avoir un travail de cadre, hein, ou un travail dans les ressources humaines, par exemple, vont renoncer aujourd'hui. Parce que c'est un peu la suite de la Covid et ensuite la suite du télétravail. On a le sentiment que les entreprises, malgré les lois sur la RSE ou d'autres choses, les entreprises ne sont pas bienveillantes, n'accueillent pas bien, et que être salarié aujourd'hui, même avec un grand salaire et avec un niveau d'encadrement, enfin de cadre, c'est rater une partie de rater une partie de sa vie parce on va être emporté dans un système qui nous contraindra à devenir nous-mêmes violents. Ça, c'est vraiment important. Je suis désolé, J'atteste tout est venu complètement, un peu monsieur à la fois, Dubec, mais hein. J'atteste, je forme des managers, des futurs managers et même des RH. ouais, J'atteste que ils sont vraiment préparés à devenir vraiment des requins. ouais, Voilà, ouais. ils sont vraiment préparés. Les RH, quand vous les avez en troisième année et que vous les avez en master en 2 ans, vous voyez comment ils ont changé. En troisième année, Hmm, ils sont encore humains et après, vous les voyez, on les prépare à ne pas avoir de sentiments, à virer quand c'est nécessaire et à défendre l'entreprise coûte que coûte. ouais. Donc ça, j'atteste et je confirme ce que vous êtes en train de dire. Très bien. Merci Christian pour ton intervention. Il y a une question de Huma.
Moi, surtout, je rebondis sur le commentaire il faut toujours dénoncer, dénoncer, mais en fait, ça fait des décennies qu'on dénonce, en fait. Mmh. Simplement, c'est que, on nous écoute pas et c'est devenu banalisé et c'est ça, en fait. Nombre de personnes qui vont se porter plainte et qu'en fin de compte, c'est classé sans suite, c'est assez, enfin, c'est assez accablant, quoi. Donc c'est pour ça que rapidement, on essaie de tourner la page pour avancer dans notre vie parce que, heu, voilà, c'est Mmh. assez compliqué tout ça. Enfin, moi, je suis d'accord que, il faut effectivement, porter plainte, dénoncer et cetera, mais il y a bon nombre de viols qui ont été classés sans suite et la victime se trouve coupable et du coup, elle ne sait pas si elle est victime ou si elle est coupable et pendant des Mmh. années et des années, voire toute sa vie, elle vit avec ça. Donc en fait, c'est pas, c'est que ces responsables, en fait, ils sont dans une totale impunité et donc en fait, pour eux, bah, c'est normal ce qui s'est passé, en fait. Donc je sais pas vers quoi il faut s'orienter pour ça, mais honnêtement, c'est c'est pas faute de décrier ou autre, hein. Donc Alors, Madame Babli, qu'est-ce que vous pensez de la remarque de Huma? Alors, vous savez, je vais répondre à Madame Huma. Quand je rentrais dans le combat du droit des femmes, j'en avais 17. D'accord? Et je me suis dit, jusqu'à ce que j'arrive à 40 ans, déjà, vous savez, quand on a 17 ans, 40 ans, ça veut dire qu'on est très vieux. Mmh. J'ai dit, à 40 ans, c'est terminé. je Madame suis comme vous. Huma, le 29 novembre, j'aurai 48 ans. Et je continue ce combat. Moi, je suis comme vous, j'ai Donc, 46 ans et effectivement, arrivé 40 ans, j'en avais marre. D'autant plus que moi, j'ai subi effectivement, en personne même, vous avez vu ma couleur de peau, heu et en plus, quand on est intelligent, ça passe pas. Donc, Mmh. c'est très pas que bien. je me jette des fleurs, mais c'est Mmh, vrai que c'est vrai, quand je hein. suis avec les personnes et qu'on me dit: «Mais pourquoi tu as tant de diplômes?» Ben, c'est parce que j'ai besoin de me Très protéger, bien. voilà, Madame Huma, voilà je peux et vous du coup, répondre. maintenant, moi aussi, j'ai plus envie de ça pour, mes filles. Très Je bien. je je le fais ça de façon pacifiste. Quand il y a quelqu'un qui va pas, je vais faire de façon ça hyper fine et hyper discret parce qu'effectivement, vous l'avez justement dit, même moi, vous allez voir mon LinkedIn, je publie pas beaucoup pour une bonne et simple raison que les gens qui m'ont fait confiance et ben, j'écris pas des trucs dessus en disant: «Ouais, j'ai accompagné tant de personnes». Non, c'est vraiment dans la discrétion et tout. Je fais d'ailleurs partie de l'association Massomo qui justement, fédère les femmes dans la féminisation dans l'industrie. On a fait une colloque sur la violence, faite aux femmes au mois de septembre qui a remporté un franc succès. Non, moi je me bats, mais de façon à pas perdre trop d'énergie, mais surtout à la fin, moi mon objectif c'est de gagner. Donc, effectivement, de votre âge, de tout ce que vous avez vécu, on a vécu probablement les mêmes choses et on va pas se laisser faire, mais des fois, on est un peu le pot de terre contre le pot de fer et les violences, systémiques sociétales, on peut pas, y aller comme ça d'un claquement de doigts. Il faut vraiment qu'on soit très, très nombreux et encore, en étant nombreux et que cette société sait qu'on a vécu ces violences-là pendant des années et des années et ben, ça bouge pas les lignes. Normalement, cette année, ça devait être, Vous ne pouvez pas dire l'année ça. de Je ne la suis pas d'accord avec vous. ah non, Je mais ne c'est suis pas pas ça. d'accord Non, avec mais vous. laissez-moi terminer, madame. C'est que Hmm. là, cette année, ça devait être l'année de la santé mentale au travail. Bah, ça a été mis de côté, en fait. Et pourtant, c'est même des fois quand moi je me suis dit, je me suis posé 3 heures pour voir comment, au Sénat, ils débattaient les lois et cetera pour voir eux-mêmes, ils sont à bout, ils sont même dans leur propre violence et c'est pour ça qu'on est embourbés là, à pas pouvoir avancer donc il faut faire autrement, il faut faire comme vous faites effectivement. Il faut faire comme nous, peut-être, des gens qui vont faire des actions et tous les actions cumulées vont faire une force pour pouvoir, avancer tout ça. Mais effectivement, il faut savoir d'où on part. Sur quel constat on part et c'est pas je dis que c'est pas impossible, mais ça va être, enfin, en mon sens, c'est mon avis, ça m'appartient qu'à moi. En mon sens, il faut, enfin,
c'est pas évident, en mon sens, d'avancer dans la mesure où il y a quand même plus de 40 plusieurs siècles de patriarcat et plusieurs, décennies où on a légitimé la violence au travail. Clairement, c'est ça. Et pourtant, moi, je suis quand même, j'ai fait de la santé sécurité au travail mon métier. Je j'ai vu des choses passer. Effectivement, nous, dans les équipes, avec les RH autres, on respecte tout ce que demande. Alors, je sais pas comment c'est, je sais pas si vous êtes en France ou en Afrique. Nous, on a l'INRS en France. Ça fait depuis 2010 qu'on parle, enfin l'INRS a publié un article sur la protection des salariés en situation de violence conjugale. Ça n'a pas bougé. Il a fallu que ça soit, une directive européenne et hem et qui a dû, sanctionner la France pour pouvoir faire bouger les lignes maintenant, au bout de 15 ans. Donc, D'accord. vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez mis en place, tout le soutien et le renfort que vous donnez, aux personnes que vous accompagnez et au contraire, moi je suis extrêmement admirative de votre travail. Simplement, il y a des choses où il faut aussi se dire que tant que cette impunité est toujours là, on ne pourra rien y faire et c'est pour ça que tous les projets, qu'on dit ESS ou comme vous, hein, faut monter à moi, à mon sens, il faut monter à l'Assemblée nationale, le faire répéter auprès des députés, même s'il y a des chaises tournantes des députés, même s'il y a des chaises tournantes de ministres. À un moment donné ou à un autre, ben, il faut qu'on soit Mm. tous solidaires et forts. C'est pas en étant un seul allumette qu'on va être fort. C'est en étant des piles d'allumettes qu'on pourra pas nous casser pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que Merci. c'est ça que je voulais vous dire. Merci, Pardon, Uma. excusez-moi, d'avoir pris, trop de temps de parole. C'est pas grave. On va laisser Madame Babli répondre, s'il vous plaît. Mm. Bien, je pense que vous aviez besoin de vous exprimer. Désolée de vous avoir interrompu. Euh, Quand on a souffert de quelque chose, toute personne qui aurait été victime d'une situation souhaite, quand elle se bat, souhaite qu'il y ait une solution rapide. Mmh. La plupart des combats qui ont été gagnés dans ce monde ne se sont jamais faits, sauf surprise, en 10 ans, 15 ans, 20 ans. La plupart des combats ont été gagnés très souvent sur des notions de génération. Donc, quand on se bat, c'est ce que je vous disais, à 17 ans, je croyais qu'à 40, ce serait fini. À 48 ans, je peux encore me dire, mon Dieu, on est encore en train de parler de ces choses-là. Mais une seule chose où je ne serai pas d'accord avec vous, c'est de dire que ça ne change pas. Si on En tout réveillait cas, les gens, l'évolution est très, très, très lente. Voilà. c'est ce que je dis, là, je suis d'accord avec vous. Mais si on réveillait les personnes qui ont travaillé au 18e, 19e siècle et qui venaient faire une journée avec nous aujourd'hui, ils diraient, mon Dieu, ce que vous êtes chanceux. Et la plupart des avantages aujourd'hui, et je suis en France comme vous, les congés payés que nous bénéficions aujourd'hui, beaucoup de choses dont nous bénéficions, se sont faits à coup de lutte et de mort. Des gens sont morts pour ça, pour que nous ayons 5 semaines de congés payés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, les gens se sont battus et eux-mêmes n'ont pas bénéficié de ce pourquoi ils se sont battus. C'est 2 siècles plus tard, nous sommes contents de poser 3 semaines pour aller en vacances, etc., etc. Les gens travaillaient 48 heures, madame, 60 heures par semaine Non, et plus que fermaient ça, leur bouche. plus Aujourd'hui, que ça. on est à 35 heures et d'autres sont en train de revendiquer 32 heures. Ils diraient, mais qu'est-ce que vous êtes feignants! Mais aujourd'hui, les choses vont progressivement. Il est très difficile de casser les dogmes. Voilà, c'est Très ça. difficile. Donc, ce que nous sommes en train de faire paraît comme ça incertain parce qu'on veut que les choses changent vite. On veut aussi bénéficier de ça parce qu'il y a une véritable souffrance. Mais j'ai compris que vraiment, on est obligé. Vous savez, il y a un oiseau qu'on appelle l'oiseau pie. Pour faire son nid, il tape dans l'arbre. Il va taper, 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 jusqu'à faire un trou. Ça lui prend des années. Et il s'installe.
Mais quand il tape au début, on a l'impression qu'il ne va jamais y arriver. Il y a eu énormément de bouleversements, madame, parce que des gens n'ont pas dit ce n'est pas possible. Et ces gens ont dit, moi peut-être je ne verrai pas, mais mes enfants verront. Donc je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, le combat que moi je mène aujourd'hui, effectivement, c'est pour mes enfants et en plus j'ai une fille. Mais je vais terminer sur quelque chose. Lorsqu'on me fermait la porte sur certains boulots à cause de ma couleur de peau et du fait que j'étais une femme, donc noire, femme, etc., et diplômée. Pour l'époque, on était, vous savez qu'à notre époque, avoir bac plus 5, ça relevait du miracle, surtout une fille sortie de banlieue. Aujourd'hui, c'est devenu commun. Trop diplômé, trop machin, trop ceci, il y avait toujours quelque chose. Mais je n'ai pas renoncé. Nous n'avons pas renoncé à tout ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, dans la société française, peut-être que j'aurais pu avoir plus, Dieu seul sait, je ne sais pas. Je pense que on peut s'asseoir en face de directeurs pour parler avec eux. Vous pensez que nos prédécesseurs qui étaient dans les années 30, 40, 50, 60 avaient l'opportunité que nous avions aujourd'hui de s'exprimer comme ça? Non. C'est parce qu'effectivement, petit à petit, elles ont dû dénoncer un secteur patriarcal, une société patriarcale, excusez-moi, et de se battre. Vous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander au mari pour travailler. Mais dans les années 60, elle le faisait. Et quand elle travaillait, c'était sur le compte du mari. Nous, on ne vit pas ça aujourd'hui. Mais c'est parce que des femmes se sont battues pour ne pas que ça se produise. Donc, il y a des avancées. Petit à petit, il y a encore beaucoup à faire. Je suis d'accord avec vous. Sinon, Voilà, on ne ferait pas ça. Mais c'est juste pour vous dire que ce combat est un sacerdoce. Vous savez d'où vous sortez, vous savez votre vision. Gardez-la, cette vision. Peut-être pas pour vous, mais pour vos enfants. Et eux, ils bénéficieront du fait que un 13 novembre à 20h40, vous étiez connectés pour parler. Et là, vos filles vous remercieront. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Babli. Merci, Uma. Et juste pour soutenir Madame Babli, j'ai quelque chose à lui dire. Vous savez qu'au lycée, c'est parce que j'étais noire, on m'a dit que je serais incapable d'avoir un diplôme d'ingénieur. Ben, je le sais, on m'a dit aussi que je ne pourrais pas être avocate. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc, le même parcours. Et moi, du coup, je suis sortie de la plus grande école d'ingénieurs qui s'appelle l'UTC. Eh ben voilà. Voilà. Donc, et ben voilà. Et en plus, à l'époque des écoles d'ingénieurs, il n'y avait que des hommes. Et vous êtes sortis de là. Eh ben voilà. Oui, bah moi, en plus, mon professeur, pour avoir raison, il m'a mis des sales notes pour pas que je passe prépa. J'ai passé de justesse mon DUT, puis à la fin, j'ai détourné le truc. Je dis, je serai ingénieur, point barre, et je vous emmerde la société et j'y arriverai. Donc, eh bien voilà, vous y êtes arrivé. Donc, vous êtes même le prototype de la réussite. Donc, pour dire que c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci, Madame Babli. On va passer au dernier intervenant. Madame Carole, excusez-moi, avant que je ne parte, oui. je voudrais inviter certains, s'il vous plaît, parce que je fais une masterclass. Oui, allez-y. Ceux qui sont intéressés, une masterclass sur les défis des étudiants étrangers en France. Ça sera le 22 novembre en ligne, comme là. Ceux qui ont mon LinkedIn, c'est Marie-Paul Babli, etc. Je poste beaucoup. Et parce que moi, j'enseigne, donc je suis prof de droit. Et il y a beaucoup d'étudiants étrangers de plus en plus qui arrivent et qui ont des gros problèmes avec les préfectures, qui font des études, mais qui ne sont plus insérés dans la société, qui ont beaucoup de QTF et qui sont beaucoup dans les dépressions. Et les retards de la préfecture sont faits sciemment, d'accord, pour décourager beaucoup, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc, j'en parle énormément parce que je suis dans les écoles de commerce, dans certaines écoles de commerce, tout le business est fait sur les étudiants étrangers qui arrivent, qui payent très cher et qui finalement, après avoir payé, ben écoutez, on leur demande gentiment, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici.